Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de revoir, commenter, décrypter les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Noah et bienvenue à notre invité. Bonsoir Jean-François Clédel. Oui, bonsoir. Allez-y, installez-vous. Vous êtes le président de la CCI Nouvelle-Aquitaine, la plus grande chambre de commerce et d'industrie de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Alors ce soir, on va évidemment parler de la guerre en Ukraine et de la crise sanitaire. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler qui vous représentez à la CCI et surtout quel est votre rôle ? Oui. Alors la Chambre de commerce et d'industrie de la région Nouvelle-Aquitaine, en fait, est la chambre qui fédère l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine. Et nous représentons de l'ordre de 300 000 entreprises sur toute la région de Nouvelle-Aquitaine. Les entreprises, les commerces, les artisans aussi, les entreprises industrielles, les entreprises de services. Vous les accompagnez ? Alors notre rôle, c'est avant tout d'accompagner les entreprises de la création jusqu'à la transmission de l'entreprise, en fait. Et cet accompagnement se fait à la fois par des prestations d'appui, c'est-à-dire qu'on va les faire des sortes de conseils ou de la formation aux dirigeants. Ça peut être aussi de la formation des collaborateurs. Nous avons beaucoup d'organismes de formation. On oublie par exemple trop souvent que les chambres de commerce sont le deuxième centre d'apprentissage de France. Eh bien, vous faites bien de le préciser. Voilà. Et nous avons aussi des écoles comme par exemple Kedge. Kedge est une école de la chambre de commerce de Bordeaux, de la même façon que l'Estia à Bayonne, qui est une école d'ingénieurs par exemple. D'accord, bah écoutez, merci pour toutes ces précisions. Vous représentez donc plus de 300 000 entreprises, c'est énorme. Comment ça se passe pour elles depuis le début de l'offensive russe en Ukraine ? En fait, les entreprises ont été touchées par plusieurs crises. La crise sanitaire d'abord, pour certaines entreprises un peu plus rares, l'arrêt du programme australien de sous-marins, ça concerne peu d'entreprises, et à nouveau maintenant la crise en Ukraine. Donc dernièrement, les entreprises étaient victimes de la hausse de l'énergie. Et là, la crise en Ukraine vient ajouter encore des conséquences en matière de coût de l'énergie, mais aussi de coût des matières premières. Et aujourd'hui, un peu plus de 37% des entreprises de Nouvelle-Aquitaine sont directement touchées par la crise en Ukraine. L'Ukraine, c'est le 45e pays client, 37e pays fournisseur de Nouvelle-Aquitaine. Alors, on a du mal à se rendre compte concrètement quel est le poids économique de nos échanges avec l'Ukraine. Oui, alors c'est vrai que si on regarde juste les échanges que nous avons avec l'Ukraine et même la Russie, finalement, ce sont des pays qui pèsent peu dans notre économie. La Russie, par exemple, c'est 1% de nos exportations et c'est 4% de nos importations. Et en importation, c'est surtout des produits pétroliers. L'Ukraine, c'est beaucoup moins que ça. C'est 0,3% de nos exportations et c'est 0,4% de nos importations. Autrement dit, c'est très peu de choses dans les relations et les échanges directs. Mais par contre, en termes de conséquences, c'est là où ça pèse beaucoup, puisqu'en fait, aujourd'hui, si vous prenez l'agriculture, par exemple, elle est touchée par le renchérissement des céréales, du coût des céréales. Céréales qui sont données aux animaux, par exemple, que nous élevons dans notre région. Si vous prenez l'industrie, elle est touchée par les pénuries ou la hausse des prix considérables sur le titane, sur certains matériaux qui sont utilisés dans l'aéronautique, par exemple, une industrie qui est très présente dans notre région. Et puis vous avez bien sûr le coût de l'énergie qui touche tout un tas de produits, en fait, qui sont dits à haute intensité énergétique, c'est-à-dire que pour les produire, il faut beaucoup d'énergie. C'est par exemple le cas du verre, c'est le cas de l'aluminium. Et donc vous voyez, ces deux matières premières, l'aluminium est très utilisé dans la construction. Aujourd'hui, quand vous avez des baies vitrées, beaucoup de baies vitrées, pas toutes, mais sont en aluminium. Le verre, vous en avez partout, que ce soit dans la construction, mais aussi dans le vin, dans les confitures. Enfin, et là, toutes ces répercussions, elles ont été immédiates pour ces entreprises dont vous parlez ? Disons que toutes les entreprises ont ressenti tout de suite les conséquences de la crise ukrainienne sur l'envolée des prix, prix de l'énergie, prix du papier, prix des transports, je vous parlais des matières premières, aluminium, verre, et puis aussi, bien sûr, prix de tout un tas de matières dont les hausses ne sont pas justifiées avec la crise ukrainienne, mais certains en profitent. Vous avez toujours un peu de spéculation autour de tout ça, si vous voulez, et donc certains profitent de cela. C'est un contexte plutôt compliqué. Vous êtes avec moi pendant une demi-heure, Jean-François Clédel. Avec plaisir. Ensemble, on va regarder des reportages qui ont été tournés cette semaine par nos équipes en région, des reportages qui ont évidemment marqué l'actualité.
Alors on va rembobiner avec la mobilisation nationale des transporteurs routiers. C'était lundi, ces professionnels, on le sait, subissent de plein fouet la flambée des prix à la pompe. De nombreux blocages et manifestations étaient organisés partout en France. À Limoges, c'était un rassemblement. On regarde ce reportage et puis on se retrouve juste après. Avec plaisir. Stop à la hausse du carburant, c'est le message qui rassemble à Limoges une vingtaine de chefs d'entreprise, de PME et de TPE dans le secteur du transport, mais aussi de l'agriculture. Malgré les accords des principaux syndicats et les propositions du gouvernement aux différentes corporations, ils ne décolèrent pas. 400 millions d'euros dans le transport d'aide directe la semaine dernière ne suffisent pas à certains professionnels du transport. Les comptes n'y sont pas. Il y a un problème qui est beaucoup plus profond, je pense, dans le problème des gens qui se lèvent le matin pour travailler, pour gagner leur vie. Le transport aujourd'hui, ça varie entre... Alors, c'est peut-être des chiffres qui vont faire rire beaucoup de gens, mais je pense pas être loin de la vérité. On tourne aux alentours des 2 à 7% de marge, si vous voulez, dans le transport. Donc aujourd'hui, quand on nous annonce des hausses de prix de carburant, moi, c'est 63 000 euros de plus au mois si on restait sur un prix au gasoil à 2 euros. Après la rencontre de ce matin avec ses collègues, Eric, qui gère une flotte d'une dizaine de chauffeurs à l'année, fait encore une fois, sans satisfaction, le plein d'un de ses camions. Si on veut être cohérent, il ne faudrait pas que le gasoil dépasse 1,20 € hors taxe. Ce matin, j'en ai rentré 5 000 litres, 1,76 € hors taxe. Face à la flambée des coûts et après 22 ans en tant que chef d'entreprise, l'avenir lui semble sombre. Mais on a en moyenne l'ensemble de nos charges qui a augmenté entre 15 et 30%. Si là, les choses ne sont pas mises en place de manière concrète et réelle très vite, et pas des petites aides pour repousser un petit peu plus loin le problème, d'ici la fin de l'année, il y a 30% des transporteurs qui auront complètement disparu. L'interprofession se fera entendre à nouveau jeudi matin. Les véhicules seront probablement de sortie cette fois-ci. Le secteur agricole pourrait appeler à soutenir la manifestation. Quant aux principaux syndicats de transport, ils ne souhaitent pas pour le moment se joindre au mouvement. Alors il tire la sonnette d'alarme, le transporteur qu'on vient de voir. Il dit que 30% de ses confrères pourraient disparaître d'ici la fin de l'année. C'est un chiffre qui vous semble réaliste ? Je ne vais pas commenter ce chiffre. Bon, bien sûr, c'est une hypothèse. Je crois que la hausse de l'énergie, puisque c'est de cela dont on parle, si vous voulez, touche tout le monde. En fait, tout le monde est concerné, que ce soit le particulier, l'entrepreneur, le transporteur. Tout le monde est concerné par la hausse de l'énergie, qui a des répercussions sur la hausse de tout un tas de matières premières et de produits pétroliers en particulier, bien sûr. Lors de votre réélection à la tête de la CCI Nouvelle-Aquitaine, vous aviez affiché votre volonté d'accompagner la transition écologique. Ce n'est pas le moment là de mettre un coup d'accélérateur. L'avantage de ces crises, si vous voulez, c'est qu'en fait, elles mettent en lumière le besoin de changer, et en tout cas, elles sont une opportunité pour nous contraindre à changer, quoi. Bon, c'est vrai qu'on est là face à une crise de l'énergie qui est majeure. On n'avait pas connu ça depuis 50 ans à peu près, ou 40 ans, disons, 40 ans, 73, 77. Et là, on connaît une crise majeure de l'énergie. Et il faut donc changer, il faut s'adapter. Et c'est vrai qu'on se pose la question, justement, de l'utilisation du gaz, par exemple. Le gaz naturel, il y a des stations aussi pétrole, en Nouvelle-Aquitaine. D'où ça vient, quelles sont les vulnérabilités. Et la crise nous place face à ces dépendances, en fait, qui sont inacceptables, et donc va nous obliger à repenser autrement l'énergie. Le nucléaire, par exemple, est une énergie que l'on produit en France, bien sûr avec du matériau que l'on achète à l'étranger, mais on a suffisamment de matériaux en France pour avoir une autonomie pendant des mois et des mois de fonctionnement de nos centrales nucléaires. Donc on est beaucoup plus indépendant. Le renouvelable est une énergie aussi qu'il faut aller chercher. Quand j'ai une énergie, ce sont des sources d'énergie autour desquelles il faut travailler pour avoir du renouvelable accepté par la population, sans trop de nuisances, qui soit le moins intermittent possible, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les éoliennes ou le solaire, comme c'est intermittent, eh bien, il faut compenser lorsque ça ne produit pas par justement des centrales, en Allemagne c'est à charbon, ou à fuel, ou à gaz, ce qui n'est pas très écologique d'une certaine façon, quoi, en fait. Mais en tout cas, cette crise nous oblige à repenser tout ça. Ça nous interroge. Voilà. La hausse du prix des carburants, elle est exponentielle depuis le début de la guerre en Ukraine. Et cette hausse, elle a pour conséquence la multiplication des siphonnages de réservoirs. Aucun département n'est épargné. On va prendre l'exemple de la Dordogne, où un chef d'entreprise a subi à 2 reprises un vol de carburant. On regarde. Des réservoirs qui valent de l'or.
Au sein même de son parc de stationnement, le patron de cette entreprise de transport de marchandises a subi 2 siphonnages de ses semi-remorques en 2 semaines. Ils ont ouvert le bouchon, ils ont plongé à l'intérieur un tuyau avec une petite pompe, ils ont aspiré, ils se sont servis, ils ont remis le bouchon et ils sont partis. Et ils ont pris combien? Ils nous ont pris 150 litres. Donc à 2,40 € le litre, je vous laisse calculer. La hausse des prix est la raison de ces vols, selon ce chef d'entreprise, un peu désabusé. C'est cyclique, à chaque fois que les carburants s'envolent, les gens, c'est l'économie de la débrouille, ils vont voler plutôt qu'acheter. Et on sait très bien que les gens vont venir se servir dans nos réservoirs. Le parc de stationnement est pourtant sécurisé. Vous voyez, en haut du bâtiment, on a des spots grande puissance pour éclairer notre dépôt. On en a aussi, Il y a quelques années, Pierre Lescure avait équipé la moitié de ses véhicules avec un système anti-plongée, mais ça ne suffit pas pour décourager les plus déterminés. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas accès par ce bouchon-là, mais après, ça occasionne de la casse, soit de la jauge est arrachée, coupée avec les tuyaux, soit carrément percer ou abîmer le réservoir pour pouvoir accéder au carburant. La gendarmerie de la Dordogne a recensé 42 vols en 2021 et depuis une semaine, ils augmentent sur le territoire. La plupart du temps, ça alimente un marché noir du carburant sur les entreprises qui donc sont évidemment malhonnêtes et ça s'achalandent à un vil prix. Et donc après on rentre dans des sujets de concurrence déloyale en plus du vol puisque leurs frais sont moins importants que les autres. Mais c'est plutôt de la revente ou de l'usage classique. Pour éviter ou limiter le siphonnage des réservoirs, la gendarmerie recommande aux entreprises de faire leur plein plus tôt le matin et en début de semaine. On le voit, il n'est pas nouveau finalement ce phénomène. Non, mais ça, ce sont des phénomènes qui existent. C'est des actes de crapulerie qui existent à partir du moment où une matière première flambe. Ça a été le cas du cuivre il y a quelques années qui avait flambé. Et on voyait des arrachages d'installations électriques tout simplement pour s'approprier le cuivre et pouvoir le revendre. Là, on est sur le même phénomène. Donc c'est cyclique. Oui, c'est lié à la flambée des prix des matières premières. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vous contactent à la CCI en rapport à ça. Non, ça reste marginal. Bon, même là, je comprends, pour l'entrepreneur... Ça reste marginal, mais enfin, on entend ce genre d'histoire partout. Oui, mais si on relativise, c'est une perte de 300 €. Alors pour lui, bien sûr, c'est pas rien, 300 €, mais enfin, à l'échelle de l'économie, même si on met 100 fois 300 €, ça ne fait jamais que 30 000 €. C'est pas énorme, si vous voulez. Voilà, c'est très désagréable pour l'entrepreneur qui est victime de cela, d'autant plus que son collaborateur avait sans doute une mission à accomplir et il ne peut pas partir. Voilà. Après la hausse des prix du carburant, après la recrudescence des siphonnages que nous venons de voir, cette autre augmentation, décidément, vous nous en aviez dit un mot au tout début de l'émission, celle du prix des matières premières. Là aussi, une conséquence indirecte du conflit en Ukraine. L'huile et le blé coûtent de plus en plus cher. On va regarder ce reportage tourné dans des cuisines bordelaises où vous allez le voir, l'addition est de plus en plus salée pour les restaurateurs. Dans les cuisines, les brasseries bordelaises voient les prix de la viande, des produits laitiers et des légumes augmenter jusqu'à plus 30% sur les cornichons. La palme revient à l'huile de tournesol provenant d'Ukraine, dont le prix flambe et les quantités sont limitées. On constate une hausse de 15 à 20% sur les matières premières en général. L'huile, c'est devenu compliqué puisqu'a priori, on va être rationné. Face aux factures de ses fournisseurs, le constat du patron Hervé Valverde est sans appel. Tout a augmenté, du fait de l'augmentation du gasoil, du transport. Et pourtant, l'enjeu est de garder un premier menu attractif pour maintenir ses 110 couverts jour. Ça devient la folie parce que moi j'ai une formule un peu fixe. J'ai entrée plat ou plat dessert à 22 €, en sachant que quand vous rentrez chez moi, il y a un prix fixe de 6,50 € que vous me devez parce que j'ai des frais généraux. Ensuite, je rajoute les frais d'achat de matières premières. C'est compliqué pour sortir un produit si je veux rester dans des produits de qualité. Parce que tous mes fournisseurs, ils ont eu comme moi des coûts d'augmentation. Dans cette autre institution quasi centenaire, la clientèle commence à prendre conscience d'une possible hausse des prix. Leur marge sera trop juste, donc je pense qu'il faut un petit peu augmenter, mais dans la limite des choses, dans la limite du raisonnable. C'est quelque chose qu'on n'aime pas forcément faire. Sur le consommateur, ça a un impact direct. Pour l'instant, on absorbe et on prévoit de peut-être faire des petites augmentations sur certains plats en particulier. En Gironde, ce sont 5000 cafés, hôtels et restaurants qui sont directement touchés. Aujourd'hui, il y a un pouvoir d'achat qui baisse. Comment voulez-vous qu'on augmente les prix ? Donc ça va être compliqué dans les comptes d'exploitation futurs. Voilà, alors
on va augmenter parce qu'on n'aura pas le choix. Ça, il faut que le consommateur le sache. Mais j'ai peur qu'il y ait une déperdition de fréquentation dans nos établissements. Après 2 ans de crise sanitaire, ces établissements espéraient se relancer. Il ne faudrait pas que ces augmentations durent ou s'amplifient. Cela remettrait en cause leur difficile équilibre financier. Il y a énormément de domaines qui sont touchés. Là, on vient de prendre l'exemple de la restauration. À la CCI, depuis le début de la guerre en Ukraine, vous avez mis en place une cellule de crise dédiée aux chefs d'entreprise. Vous êtes beaucoup sollicité là en ce moment ? Alors nous avons réactivé les cellules de crise que nous avions mis en place au moment de la crise sanitaire. À ce moment-là, au moment de la crise sanitaire, c'était il y a 2 ans, en fait, nous avions eu énormément d'appels de chefs d'entreprise qui étaient complètement désemparés devant la situation, le confinement qui s'imposait à eux, l'incapacité de tout s'arrêter, si vous voulez, donc beaucoup d'angoisse à ce moment-là. Là, c'est différent. On le voit, les restaurateurs là, qu'on vient d'entendre expriment une hausse des prix, mais ils ne sont pas sidérés, si vous voulez. Ils disent, bon, ça augmente, on ne sait pas comment on va faire, mais on se dit, on a un peu de temps devant nous. Et toute la question est là, finalement, ces hausses liées à la guerre en Ukraine sont liées à la durée de la guerre en Ukraine. Combien de temps cette guerre va-t-elle durer ? On n'en sait rien, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut se préparer à ce qu'elle dure encore des mois, et donc on a un peu de temps malgré tout pour réagir. Et comment réagir alors ? Qu'est-ce qu'il faut mettre impérativement en place là ? Si vous voulez, d'abord, c'est, je pense, faire preuve de solidarité. Se dire que finalement, nous sommes face à une crise majeure au niveau mondial, au niveau de l'Europe en particulier. Ça se passe quand même en Europe. Et donc, nous devons faire preuve de solidarité, tous ensemble, les particuliers, les entrepreneurs, tous les entrepreneurs. Comme on a fait pendant la crise sanitaire ? Oui, je dirais que la crise sanitaire, c'était un peu différent. C'était brutal. L'État a mis beaucoup d'argent, investi beaucoup d'argent. C'est-à-dire notre argent futur que l'État a décidé, l'État et le Parlement ont décidé de mobiliser pour venir en aide au monde économique et indirectement aux particuliers. Là, c'est un peu différent. Je pense qu'on n'a pas cette urgence de la situation. L'urgence, elle est sur les réfugiés. Mais sur les entreprises, il n'y a pas d'urgence absolue. Sur les entreprises, on n'est pas du tout dans la même situation. On a un peu plus de temps et on sait que l'État ne pourra pas faire une deuxième fois le quoi qu'il en coûte, quoi. Même s'il intervient aujourd'hui pour les transporteurs routiers, par exemple, ou pour les particuliers, en baissant, avec la remise de 15 centimes, les taxes sur les carburants, quoi, en fait, et pour faire en sorte que le prix diminue. Ça pose aussi la question de notre souveraineté économique. Finalement, vous souhaitez faire émerger une économie plus souveraine. Ce que vous portez. Oui, alors, ça, je veux dire, c'est aussi l'une des leçons tirées de la crise sanitaire. Et la crise de l'Ukraine le met encore plus en évidence sur d'autres sujets. C'est en fait le besoin de retrouver de la souveraineté, c'est-à-dire une indépendance sur un certain nombre de produits qui sont stratégiques. Alors, on avait oublié, par exemple, que s'alimenter, c'était un besoin naturel fondamental. Puisqu'en effet, nous sommes, en France, nous sommes en suffisance alimentaire depuis des décennies maintenant. Mais ce n'est pas le cas de tous les pays. Et aujourd'hui, on voit que la crise en Ukraine pose la question de la souveraineté alimentaire pour des pays comme le Maghreb en particulier, toute l'Afrique du Nord, etc. Chez nous, le problème est moins crucial de ce point de vue-là, mais il est, par exemple, sur des composants électroniques. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles ne parviennent pas à vendre des véhicules, pas suffisamment, parce qu'il manque de composants électroniques. C'est vrai de tout un tas de produits aussi. Dans le bâtiment, le bâtiment intègre de plus en plus de technologies. Ces technologies sont produites en Asie, et en particulier à Taïwan pour beaucoup de composants. Et là, on a une dépendance très forte à Taïwan. Et aujourd'hui, la France, mais aussi la région Nouvelle-Aquitaine, son président Alain Rousset, moi-même, bien sûr, nous sommes tout un ensemble de personnes qui considèrent que la souveraineté est une exigence vers laquelle il faut mobiliser beaucoup de ressources. Merci Jean-François Clédel. On poursuit notre région, la plus grande région de France, et la 3e en termes d'activité économique. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres aussi que j'ai lus sur votre site de la CCI. Nos secteurs d'activité principaux sont l'agroalimentaire, l'aéronautique, la filière bois et les nouvelles énergies. La Nouvelle-Aquitaine attire aussi l'industrie du luxe. Depuis plusieurs années déjà, Hermès s'est implanté sur notre territoire en Dordogne, en Haute-Vienne, mais aussi en Gironde et en Charente. Dans ces 2 départements, la célèbre maison de luxe prépare d'ailleurs 2 nouveaux projets à l'île d'Espagnac, près d'Angoulême, que vous connaissez bien. Un atelier de maroquinerie devrait bientôt voir le jour. On regarde. Cela demande un peu de projection, mais d'ici 3 ans, ce terrain vague sur les hauteurs de l'île d'Espagnac sera transformé en atelier de maroquinerie.
Ils vont mettre leur bâtiment ici et ils vont faire des stationnements à droite. Le parc des expositions aura donc comme voisin le 23e site de production français d'Hermès. Les discussions entre la maison de luxe et le Grand Angoulême avaient commencé mi-décembre. Après quelques propositions de lieux, l'agglo a vendu ses 4 hectares dans la zone de Bel-Air. Un peu comme vous faites quand une visite de maison, vous voyez tout de suite si l'acheteur, quand il a les yeux qui brillent. Là, on a vu tout de suite que l'équipe d'Hermès avait les yeux qui brillaient. Il faisait beau et c'est vrai que l'aspect paysager du site et sa proximité avec les transports en commun et le centre de l'agglomération leur a plu. Hermès avait déjà choisi de s'installer en terre charentaise il y a 10 ans en ouvrant un premier atelier à Montbron. Il compte aujourd'hui 260 salariés. Le futur site de l'île d'Épagnac devrait être de la même ampleur. C'est quand même une nouvelle usine, c'est quand même finalement 250 emplois créés à 30 minutes de d'autres ateliers qu'il possède sur la Charente ou en bordure de Dordogne. L'ouverture n'est prévue que pour 2025, mais les commerçants du bourg s'attendent déjà à de belles retombées économiques. Ça sera une cerise sur le gâteau, parce que pour l'île d'Épagnac, c'est quand même assez mouvementé, enfin, il y a quand même du potentiel. Mais c'est vrai que ça peut nous apporter un plus. Ça va nous amener un flux de clients donc, réguliers, puisqu'ils vont venir travailler tous les jours. C'est toute la Nouvelle-Aquitaine qui semble avoir la cote auprès d'Hermès. Dans la foulée de l'île d'Épagnac, le groupe a annoncé l'ouverture d'un atelier à Loupe, en Gironde, à l'horizon 2026. C'est une bonne nouvelle, là, c'est 250 emplois. Bon, c'est une très bonne nouvelle, d'autant plus qu'Hermès est une très belle marque française. Vous le disiez, je connais bien l'île d'Épagnac. J'ai une entreprise qui est installée à l'île d'Épagnac. Et cette entreprise-là, d'ailleurs, travaille pour Hermès déjà depuis un certain temps, en fait. Et ça permet de garder les gens qui habitent à proximité sur le territoire. C'est-à-dire qu'en fait, ces entreprises ont besoin de sécurité, de fiabilité, de personnel bien formé, stable, qui lui-même bénéficie quand même d'un environnement favorable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la France et des territoires, on ne peut pas dire vraiment un territoire rural, Angoulême n'est pas vraiment un territoire rural, mais par contre, quand en Dordogne où est implanté Hermès, c'est plus rural. Je pense que ces marques de luxe trouvent là des gens de qualité, avec de vrais savoir-faire et qui sont pérennisés dans la durée. Alors la maroquinerie et ses savoir-faire, ce n'est pas notre seule spécialité régionale. S'il y a bien un sujet qu'on maîtrise plutôt bien aussi, c'est la cuisine. La preuve, mardi soir, 53 restaurants néo-aquitains ont été distingués par le guide Michelin. La cérémonie s'est déroulée chez nous, à Cognac, en Charente. Et parmi les établissements primés, les Belles Perdrix, c'est à Saint-Émilion, en Gironde. Le chef David Charrier a fait un carton plein. Notre équipe l'a rencontré au lendemain de l'événement. Je suis fier, je suis heureux. Allez, on boit un verre. On l'a mérité. L'équipe des Belles Perdrix radieuse. Ensemble, ses 20 membres fêtent les étoiles décrochées hier, à commencer par celle du chef David Charrier. À 39 ans, il retrouve cette distinction après une interruption de 4 ans pour travaux et 10 mois seulement après la réouverture. Je suis servi de cette période de fermeture pour, comme on dit souvent, épurer à l'essentiel. On a essayé un maximum de travailler les goûts et les produits et on a enlevé le superflu, ce qui sert à rien dans l'assiette. On a essayé tout du moins. Côté pâtisserie, le nouveau venu Adrien Salavert, transfuge de Paris, retrouve lui aussi son étoile Passion Dessert. C'est une motivation de montrer aussi que en province, même avec des petites équipes, si on se donne les moyens et qu'on se donne à fond, on peut être aussi récompensé par ce genre de distinction. Une exigence, un engagement qui s'inscrivent dans une volonté de gastronomie écologique couronnée par une étoile verte. Ici, les cochons et les poules s'occupent des déchets et la cuisine suit au plus près les saisons avec le potager. C'est génial ça, que ça recommence à remonter en fleurs, c'est parfait. Il faut se lever tôt le matin, il faut récolter soi-même. C'est du travail. Mais c'est une éducation professionnelle et en même temps une éducation, je pense, durable. La table des Belles Perdrix est installée au château Trollon-Mondeau à Saint-Émilion, au point culminant de l'appellation. Une place de choix pour faire rayonner ces étoiles.
Allez, on poursuit Jean-François Clédel avec cet autre événement marquant qui s'est déroulé ces derniers jours dans notre région, la 49e édition du Festival international de la BD d'Angoulême, où l'heure était au bilan. Cette semaine, après une année blanche, le nombre d'entrées est en baisse de 25%, mais même moindre, l'affluence du public a profité aux professionnels du tourisme. Des files d'attente au guichet, puis devant les stands pour les dédicaces avec les auteurs. Le festival renoue avec son public après une année blanche. Les hôtels ont aussi retrouvé leur clientèle de festivaliers. Cet établissement du centre-ville affichait un taux de remplissage bien supérieur à une semaine normale. On tourne entre 65 et 70%, donc au mois de mars. Donc les week-ends, donc entre 30 et 40%. Donc là, on était à 100%, donc toute la semaine jusqu'à la fin du week-end. Pour la restauration, c'est un satisfecit général, même si la fréquentation est un peu moins bonne que les années précédentes. On fait x2, x2,5 ce qu'on fait habituellement sur une semaine classique. Donc c'est très très positif. On fait 400 couverts de plus le samedi, je dirais. Donc c'est énorme. Pour la fréquentation, c'est combien en plus globalement ? C'est 40% de plus. Les organisateurs du FIBD ont constaté que le changement de date, le contexte économique, ont probablement impacté le nombre d'entrées au festival. On n'a pas la fréquentation de 2020, mais franchement, moi j'aurais signé, quand on s'est reporté en janvier dernier, tout était encore très très flou pour nous et angoissant. J'aurais signé volontiers des deux mains pour un festival où les masques sont tombés, où le contrôle du pass sanitaire ou vaccinal est tombé aussi. Les grandes maisons d'édition ont aussi confirmé que les ventes de BD ont été très satisfaisantes durant le festival. Concernant les hôteliers et restaurateurs qu'on a vus dans ce reportage, on sent bien quand même que c'est reparti après cette période compliquée qui était la crise sanitaire. Oui, alors là évidemment c'est reparti globalement et c'est vrai que le festival apporte surtout aux hôtels en fait les festivaliers qu'il faut loger. Les restaurateurs en voient moins profiter parce que les restaurateurs bénéficient des festivaliers mais aussi des visiteurs. Un mot sur le personnel. On se souvient l'été dernier, beaucoup d'établissements avaient dû fermer leurs portes au mois d'août faute de saisonniers. Comment se dessine la saison rapidement ? Écoutez, la saison démarre avec un peu les mêmes difficultés de ressources humaines qui font défaut. En fait, hein. On peut espérer que dans les mois qui viennent, avec la réforme qu'il y a eu sur l'assurance chômage dans la dernière mandature, dans la dernière année, on peut espérer que ça résoudra en partie ce problème. Le manque de saisonniers. Bon, on espère qu'ils seront au rendez-vous car les touristes, eux, sont déjà là. Le printemps s'est installé dimanche dernier, le soleil est au rendez-vous et vous êtes nombreux à vous rendre sur le bassin d'Arcachon pour profiter de l'arrivée des beaux jours. Des reflets d'argent, des températures quasi estivales, 18 degrés dès les premiers jours de printemps, des plages de sable clair, un ciel azur propice à un moment de farniente. Arcachon en mode détente, c'est la vie qui reprend ses droits, tout simplement. Après ces 2 ans de confinement, de masque, d'être bloqué à la maison, eh bien, évidemment on est content de profiter un petit peu de ce rayon de soleil. Faire un pique-nique en famille, et donc c'est génial. Marcher, chacun son rythme, être ensemble. La vie est belle pour les retraités. Le retour du beau temps sonne aussi celui des touristes. Pour l'apéro ou pour la pause gastro, les terrasses se remplissent. Une aubaine et un espoir pour les restaurateurs et hôteliers arcachonnais, ravis de cette influence des premiers beaux jours. On va se préparer à faire un bon week-end, bien évidemment. On revoit des étrangers, on est content de revoir quelques étrangers qu'on n'avait pas vus depuis 2 ans. Peut-être ces 4 beaux jours vont nous donner un petit peu la tendance de la saison à venir. J'espère que ça sera très positif. Pas d'inquiétude pour les retardataires ou les acharnés du boulot. Le beau temps avec des pointes à plus de 20 degrés est annoncé jusqu'à lundi. C'est sur ces belles images que s'achève cette émission. Merci beaucoup Jean-François Clédel de nous avoir accompagnés ce soir. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine. C'est ça. Et merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouverez Sandrine Valero pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage. Passez une très belle soirée sur Noah.